Bon, bienvenue à cette première édition de la journée de l'intuition. Ça fait 1 an et demi à peu près qu'on en rêve, on va dire, qu'on attend ce moment avec émotion parce que c'est une journée, c'est un événement qui nous tient à cœur. Et puis, il y a 1 an et demi, quand on s'est projeté, en fait, on a eu l'intuition que nous serions tous là avec vous. Il fallait bien la faire, celle-ci, à un moment donné, quand même. Et donc, au long de cette journée, qui va durer jusqu'à 18h30, nous allons accueillir différents intervenants qui viennent de France et aussi des États-Unis, du Canada et de Suisse. Et pendant toute cette journée, donc, nous n'allons parler qu'autour d'un thème, l'intuition. Avant de démarrer, j'aimerais juste dire que le monsieur là, qui est à côté de moi et qui s'appelle Alexis Champion, c'est lui qui a eu cette idée à la fois géniale, originale et folle de créer la journée de l'intuition. C'est une première en fait sous cette forme et il ne sait pas en fait que je vais dire ça. C'est une première au monde aussi, je pense, sous cette forme. Donc rien que pour ça, j'aimerais qu'on l'applaudisse pour l'idée, juste l'idée. Merci. Tu auras eu tes applaudissements avant, ce qui est pas mal, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer après, donc là, au moins tu as la garantie. Voilà, alors je vais vous parler de Jean-Pierre Ronet, qui était poète et écrivain, et qui démarrait son émission radio, le Club des poètes, par une célèbre formule. Il disait donc « Amis de la poésie, bonsoir ». Nous, on a envie de vous dire « Amis de l'intuition. Bonjour. Bon, c'était moyennement synchro, mais ça marche quand même. Si vous voulez, on peut la refaire, tous ensemble. Amis de l'intuition, bonjour. Alors, Jean-Pierre Ronet, toujours, disait, en tout cas, il souhaitait que la poésie soit contagieuse et inévitable. Vous nous voyez venir aussi, nous, on aimerait bien que l'intuition soit contagieuse et aussi inévitable. Alors pour que l'intuition soit contagieuse, je pense que ça va être très facile aujourd'hui. Vous allez entendre parler de l'intuition sous toutes ses formes, donc avec différents intervenants. On va vous rabâcher les oreilles une bonne dizaine de fois aussi avec l'intuition. Vous en aurez peut-être ras-le-bol ce soir. En tout cas, vous en rêverez très probablement. Demain, pour certains d'entre vous, vous en remettez une couche avec les ateliers qui sont proposés avec Paul Smith et Jean-François Vézina. Et puis peut-être qu'après-demain, vous aurez envie d'explorer l'intuition. En attendant, donc pour que la contamination soit efficace et rapide, je vais vous demander de vous tourner vers votre voisin ou vers votre voisine et de lui prendre la main, de lui serrer la main. Déjà, ça brisera la glace entre vous. Allez-y. Et puis, donc, serrez-lui la main et laissez venir à vous les premières informations, les premiers ressentis que vous pourriez avoir sur cette personne. Laissez venir à vous, touchez-vous en fait, c'est très bon pour la contamination. Le toucher aussi est important pour l'intuition du corps. Donc touchez-vous, multipliez les contacts intuitifs aujourd'hui, on veut que vous soyez tous contaminés par l'intuition. J'espère que votre voisin n'est pas un psychopathe, Là, vous vous débrouillez. Voilà. Okay. Alors, dans le cours de l'histoire, il y a déjà eu quand même pas mal de contaminés, et notamment Platon qui disait « L'intuition est le meilleur des guides pour accéder à la connaissance ». Einstein qui disait que la seule chose qui est réellement de la valeur, c'est l'intuition. Et puis, plus proche de nous, David Lynch qui dit « L'intuition est l'outil le plus important, non seulement pour l'artiste, mais pour quiconque réalise quelque chose. » Alors tu sais, Alexis, que même Johnny, notre Johnny national, il a chanté dans une de ses chansons, il disait « Sais-tu pourquoi j'ai confiance ? J'écoute toujours mon sixième sens. » Voilà ce qu'il disait. Et je crois qu'il fallait la faire. Bon, il faut balayer large. Ouais. Et puis tant qu'on peut citer quelqu'un de vivant, pour une fois, il ne faut pas s'en priver. Encore vivant, on va dire.
Après, à vous de savoir si c'est fait exprès ou pas, quoi. Alors, on souhaite aussi que l'intuition soit contagieuse et inévitable. Alors, inévitable, en fait, elle l'est déjà, parce que l'intuition, elle est là en permanence, en fait. Hein. Elle est en nous, elle existe. Le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience. Pourquoi? Parce qu'on est trop distrait, trop parasité par des distractions d'ordre interne. Là, on est dans les pensées, dans le fameux petit vélo mental, qui produit 60 000 pensées par jour, qui travaille 365 jours sur 365 jours, 7 jours sur 7, 18 heures sur 24. Donc difficile dans ces cas-là de reconnaître en fait l'intuition parmi ces 60 000 pensées en fait, produites par jour. On est aussi distrait par un monde qui est donc un environnement externe, donc là c'est des distractions d'ordre externe. On vit dans un monde, on évolue dans un monde qui est très complexe, qui est très riche, très sollicitant, et qui nous empêche en fait de nous poser déjà, et d'une, et de deux, d'entendre ce que l'intuition a à nous dire. Hein? Elle est inévitable. Oui, tu dois. Elle est inévitable. Oui, on va y arriver. L'intuition est inévitable. En fait, pour deux raisons. En fait, elle est toujours là. Elle est utilisable, elle est là pour tous et pour tout. L'intuition, en fait, elle est inévitable parce qu'elle là pour tous, ça veut dire quoi? En fait, c'est une capacité universelle. C'est comme le fait de marcher, ou comme la capacité que l'on a à raisonner. C'est une capacité de l'être humain, en fait, au-delà, même c'est une capacité du vivant. Donc, on a toujours de l'intuition. La problématique, en fait, c'est d'en prendre conscience. L'intuition aussi, elle est pour tout et tout le monde. Il faut que j'avance ce truc-là, qui ne marche plus. Ah si, voilà. L'intuition, elle est là pour tout. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intuition, on peut l'utiliser pour tout type de problématique, tout type de questionnement. Alors bien évidemment, ça c'est un grand classique. L'intuition peut nous sauver la vie. S'il se passe un événement quelque part qui a trait à un de nos enfants, par exemple, ou pour nous, on va avoir l'intuition qu'il se passe quelque chose, certes. Là, on est dans du spontané. Au cours de cette journée, on va vous parler aussi du provoqué, c'est-à-dire utiliser son intuition pour réaliser pas mal de choses, et notamment des choix, donc c'est de la prise de décision, d'aide à la décision, des choix que l'on peut faire dans sa vie de tous les jours, au niveau perso ou pro. L'intuition, elle sert aussi, en fait la zapette est un peu courte, l'intuition, elle sert aussi pour, bien évidemment, être plus créatif. Sans intuition, pas de créativité. C'est vrai, bien évidemment, pour les artistes. C'est vrai aussi pour, par exemple, les chercheurs qui trouvent. Vous connaissez tous le fameux Eureka, mais en fait, c'est ça. Donc l'intuition est utile à tout et pour tous. C'est un peu ce qui fait sa magie aussi. C'est une drôle de petite bête. Elle a pas mal de petites sœurs et de petits frères. On pourrait citer comme petite bête la bête de perception, bête d'information, bête d'exploration, bête sensorielle, bête à décision. On aurait aussi bête à idée, bête cognitive, bête à décision, bête de vérité intérieure, bête de sagesse intérieure, bête de guérison. Qu'est-ce que j'oublie? Bête d'instinct, bête de survie, bête de transe, on verra aussi avec Corinne. Et puis, bête de chance, bête à synchronicité, bête à bon Dieu. Je crois que j'ai tout fait. Ah non, si certains d'entre vous pensent à bête de sexe, il faut le dire, eh ben c'est vrai aussi. D'ailleurs, tout ce qui s'entreprend de manière intuitive est généralement très satisfaisant. Voilà. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, essayez ce soir, vous verrez. Alors, on sait qu'elle sert à tout ça, justement, l'intuition. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en sert pas. C'est quand même dingue. Hein? Pourquoi? Alors, la première raison, c'est peut-être parce que, justement, on doute d'elle. Une deuxième raison, c'est parce qu'on n'a pas, comment dire, on n'a pas l'habitude de se servir de son intuition. Et surtout, en fait, avant, on ne pense pas que l'intuition soit contrôlable. On ne sait pas faire appel à elle volontairement. On pense qu'on ne peut pas faire appel à elle volontairement, qu'on ne peut pas la convoquer.
On pense que c'est un processus complètement involontaire, qu'on ne peut pas la maîtriser, qu'on la subit. Et en fait, pas du tout. C'est un processus qui peut être conscient et volontaire. Et oui, et ça c'est ma partie. Et alors ça c'est notre truc à nous chez Iris et puis d'autres personnes ici dans la salle bien sûr, intervenants et autres. C'est comment est-ce qu'on sort du spontané pour aller dans le provoqué. Et ça fait au moins une centaine d'années qu'il y a des milliers d'études scientifiques qui sont faites sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'intuition, comment ça se déclenche, etc. Donc si on part dans une des premières expériences qui ont été faites dans les années 30, imaginez que vous preniez un paquet de cartes qui contient 5 types de cartes différentes, et que vous ayez en fait à dire quelle est la carte qui se trouve au-dessus du paquet. En fait, on a une chance sur 5 de trouver quelle est la carte. Surtout si à chaque fois qu'on prend une carte, on la remet n'importe où au hasard dans le paquet. On a une chance sur 5, c'est le hasard, on va dire, c'est ça. Or, on sait que réellement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas ça qui se passe. En fait, on n'est pas à une chance sur 5, on n'est pas à 20%, réellement, on est à 26%, c'est-à-dire une chance sur 4. Donc il se passe bien quelque chose, on a bien une information que l'on acquiert d'une manière ou d'une autre, et qui nous permet de faire le bon choix, en tout cas, le choix le plus adéquat, en tout cas largement au-dessus du seuil du hasard. Donc il se passe bien quelque chose. Un deuxième exemple que je vais vous montrer, ah oui, ça, on a 26% de chance, ça paraît pas beaucoup en fait, d'une certaine manière, mais c'est déjà significatif. On peut présenter le chiffre différemment, c'est que ce score, il y a une chance sur 1 million qui soit dû au hasard, c'est-à-dire ce succès. Donc on peut le présenter comme ça pour ceux qui aiment les stats. Un autre exemple, où là on est dans de l'application financière, là on est dans les années 80, un chercheur physicien et puis un psychologue se sont associés avec un financier, et ils se sont dit, utilisons l'intuition pour prévoir le cours du métal argent. Et ils se sont fixés, pendant 9 semaines, voyons à prévoir, est-ce que le cours du métal argent va être très significativement montant, une hausse plus légère, une baisse légère, ou une baisse extrêmement importante. Donc une chance sur 4. Ils se sont dit, on va faire ça 9 fois de suite, 9 semaines de suite. Et ils ont réussi 9 semaines de suite. Donc là encore, c'est une utilisation, et elle est satisfaisante, significative. Problème de zapette, vraiment. Donc on a une chance sur 4, et là, la probabilité, c'est une chance sur 4 millions que ce succès soit dû au hasard. Donc c'est assez conséquent. Mais au-delà de ces chiffres qui sont intéressants en soi, ce qui est important de noter aussi, c'est que l'intuitif qui était dans l'équipe, dont l'objectif c'était de prévoir ce qui allait se passer, était complètement en aveugle par rapport au fait qu'il était en train de percevoir est-ce que ça monte, un peu, beaucoup, etc. C'est-à-dire qu'il ne savait pas finalement la tâche qui lui était assignée, et le protocole faisait que les chercheurs savaient ce qu'il obtenait en retour. Donc là aussi, ça montre que l'analyse n'est pas possible dans ce cas-là, donc le raisonnement n'est pas possible, donc on a bien affaire à une information intuitive. Et je répète, on ne répéterait peut-être jamais assez, il y a des milliers d'études scientifiques qui montrent ça, on a juste 2 exemples, et ça montre bien qu'à volonté, lorsqu'on le souhaite, on peut de manière reproductible mettre en œuvre son intuition de manière efficace. Une autre raison pour laquelle on n'utilise pas forcément son intuition, c'est qu'on n'a pas l'habitude de le faire. On a perdu en fait l'habitude de le faire, parce que quand on était petit, on était des êtres essentiellement intuitifs. Avant de pouvoir poser des mots, des concepts, on n'avait que nos 5 sens pour explorer notre monde et pour communiquer aussi avec notre mère. Donc on avait en nous le mode d'emploi, une sorte de mode d'emploi naturellement intégré en nous pour découvrir notre monde. On ne s'en rappelle pas forcément, mais vos parents s'en rappellent. Quand vous étiez en train de gambader partout, de monter sur tous les meubles à 4 pattes, quand vous exploriez, que vous preniez chaque objet, que vous le mettiez en bouche et que vous le léchiez, que vous le baviez dessus, ça c'était de l'exploration intuitive. Une fois que qu'on arrive en fait en maternelle, qu'est-ce qui se passe? On nous demande très rapidement de maîtriser les chiffres, de maîtriser les lettres, en somme d'apprendre à raisonner, de développer nos capacités analytiques. Donc au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Notre intuition se voit reléguée dans un coin de notre cerveau ou de notre conscience, on ne sait pas trop où elle est.
Et puis, tout ça au profit des capacités analytiques, de notre mental, de notre intellect. En gros, on bascule en fait finalement de l'intuition à l'intellect. Si je dois être très schématique, ça va être une bascule du cerveau droit au cerveau gauche, ou autre nom, hémisphère droit à l'hémisphère gauche. Et si je peux utiliser une métaphore, on bascule du comptable analytique au créatif, artiste, intuitif. La société les oppose, les sépare, hein, ces deux hémisphères ou ces deux personnes. Et en fait, il faudrait pas. Si on a deux hémisphères, c'est bien pour s'en servir de manière conjointe. C'est ce que disait d'ailleurs Romain Rolland, si tu peux passer. Voilà. C'est l'intelligence d'achever l'œuvre de l'intuition. Donc on a bien une utilisation conjointe. Et Poincaré, une citation très connue, c'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Donc on voit bien que pour avoir un résultat heureux ou optimal, il faudrait utiliser ces deux hémisphères. On les utilise bien sûr, mais pas de manière optimale, idéale. Alors un comptable, justement pour reprendre cet exemple, un comptable qui utiliserait davantage son cerveau droit, ça donnerait quoi? Ça pourrait donner un comptable qui, quand il rentre chez lui, va se mettre à peindre des toiles de maître. Ou alors un comptable qui aime la numérologie, allez savoir. Et un artiste, un peintre qui utiliserait davantage son cerveau gauche, ça pourrait donner un artiste qui arriverait enfin à vendre des toiles. Hein, un artiste qui aimerait les chiffres. En fait, ça ferait deux êtres plus complets. Ça ferait de nous, d'ailleurs, des êtres beaucoup plus complets si on utilisait de manière plus équilibrée notre intuition et notre intellect. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, on peut passer à qu'est-ce que c'est que l'intuition. D'un point de vue étymologique, ça va nous aider beaucoup à comprendre pas mal de choses. Oui, alors, si je peux rajouter, maintenant ça m'est revenu, cette histoire de complétude, c'est aussi une autre raison qui nous amène à ne pas utiliser notre intuition. C'est rechercher son intuition, aller chercher de l'information intuitive, c'est aussi... En fait, c'est la peur, la raison. La dernière raison, c'est la peur d'utiliser son intuition. Parce que chercher de l'intuition, aller chercher de l'information intuitive, c'est aussi plonger en soi. Hein. C'est aller voir à l'intérieur de soi pour, pourquoi pas, répondre à des questions existentielles, à une question qui a du sens pour nous et qui est importante dans notre vie. Et bien souvent, on a peur de la réponse. Parce qu'on sait pertinemment que cette réponse peut bouger des frontières, que ça peut déménager, en gros, bouger notre petite zone de confort, bouger nos vies bien rythmées, bien organisées. Et donc on a peur et on se dit, bah non, je veux surtout pas faire ça, je veux rester dans mon petit confort. Donc on met un couvercle sur l'intuition et on commence à se raconter des bobards. Mais en fait, on ouvre la porte à un autre mental. Alors, ça peut passer, ça peut bien se passer, comme ça peut mal se passer, justement. Voilà. Donc c'est là où on arrive à l'étymologie, le fait de regarder en soi. Étymologiquement, l'intuition, ça vient du latin, et c'est percevoir en soi, regarder en soi. Et une autre étymologie, en fait, il y a deux possibilités qui sont acceptées aujourd'hui. C'est aussi l'intuition, se regarder ou regarder dans un miroir. Donc en fait, il y a deux notions fondamentales là-dedans. La première, c'est percevoir, regarder, observer. Donc savoir quelque chose, savoir en observant. Et puis la deuxième notion fondamentale, c'est soi-même. Donc l'intuition, étymologiquement parlant, ce serait savoir quelque chose en regardant soi-même, à l'intérieur de soi-même, savoir quelque chose sur soi ou sur le monde. Alors merci, prof. Pendant que tu y es, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de l'intuition? Parce que je pense que si on devait tous la définir, on aurait tous notre petite idée de l'intuition en fonction de nos croyances, de nos convictions, de notre expérience. Et quand on regarde, on a plein de termes en fait qui définissent l'intuition. On peut citer clairvoyance, pressentiment, petite boussole intérieure, sixième sens, les tripes, pressentiment aussi, petite voix. Donc une définition du DICO. Bah oui, en fait nous on fait simple.
Enfin, on essaye en tout cas. Regardons dans le dictionnaire, finalement, pour savoir, chacun ayant sa petite définition, sa petite opinion sur le sujet, regardons sur le dictionnaire et voyons ce que la langue française nous dit. D'ailleurs, dans les différentes langues, c'est globalement la même chose. Donc, quand on regarde, en fait, dans un vieux dico qui a plus de 100 ans, par exemple le Trésor de la langue française, ou qu'on regarde dans un dictionnaire vraiment actuel, par exemple Wikipédia, typiquement sur le net, en passant par le Robert ou le Larousse, en substance, la définition, elle est toujours la même. Donc c'est simple et clair, en tout cas, tel que c'est écrit. Après, on va creuser ça. La définition, c'est intuition, capacité à produire une connaissance non raisonnée. En fait, c'est une connaissance non raisonnée. Donc, par définition, l'intuition, elle est en rapport, c'est le contraire, on peut dire ça, c'est le contraire du raisonnement. Pour aller un petit peu plus loin, il faut s'intéresser au raisonnement. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement? Le raisonnement, c'est la capacité que l'on a tous à faire des liens logiques entre des choses, c'est-à-dire à s'appuyer sur des connaissances que l'on a, soit qui sont dans notre environnement immédiat, soit qu'on a déjà perçues, donc qui sont dans notre mémoire, et de faire des liens entre ces informations pour produire une nouvelle information. La déduction, ça fonctionne comme ça, c'est un exemple typique. Donc si on regarde finalement ça, on pourrait reformuler l'intuition en disant que c'est la capacité à percevoir les choses, à savoir sans faire de lien logique. Il y a deux acceptions au terme. On va pouvoir dire « j'ai une intuition ». C'est un grand classique, j'ai de l'intuition. J'ai une intuition, pardon. J'ai une intuition. Mais en fait, on est simplement en train de se dire « je suis en train d'avoir ou je viens d'avoir » une information sans avoir utilisé mon raisonnement, c'est-à-dire sans avoir fait de lien logique entre des choses que je connais déjà, sans avoir déduit. Ou alors on peut dire j'ai de l'intuition, et là ça veut dire j'ai la capacité à produire, à avoir des ressentis, à avoir des pensées, des idées, sans avoir fait de lien logique. Pour ceux qui sont un petit peu plus pointus dans ces termes, sans avoir fait d'inférence, donc de déduction, d'induction, d'abduction, etc. Voilà. T'as fini ? Non, non, je ne crois pas. Je n'ai pas fini. Là, la définition, en fait, elle est par opposition au raisonnement. C'est intéressant d'ailleurs d'un point de vue culturel, ce que ça peut vouloir dire, ça. Le raisonnement, en fait, il a quelques contraintes. Comme on vient de dire, le raisonnement, il fait des liens logiques entre des choses que l'on connaît. On va observer, on va déduire telle ou telle chose, on va interpréter ce qu'on perçoit. Ça prend du temps, même si ça prend dans le cerveau quelques millisecondes, des fois ça peut prendre des heures si on veut résoudre un problème, ça prend du temps. L'intuition, c'est le contraire du raisonnement. Et c'est pour ça, je pense qu'on a tous vécu ça à un moment donné, le fait que l'intuition nous tombe dessus, l'intuition est immédiate en fait. Elle prend nettement moins de temps, c'est beaucoup plus court. C'est juste le temps de percevoir et de prendre conscience de ce qu'on a perçu. Une autre caractéristique qu'on vient juste d'évoquer aussi, c'est le fait que le raisonnement s'appuie sur du passé, ce que l'on sait déjà, pour analyser ces informations et puis généralement se projeter dans le futur ou dans la résolution d'un problème. Donc le raisonnement, par définition, c'est l'outil qui nous permet de manipuler du passé pour aller vers du futur. En fait, le raisonnement n'est jamais dans le maintenant, n'est jamais dans le présent. Donc, l'intuition, elle est dans le présent, elle est dans le maintenant. Pour l'intuition, tous les maintenant, tous les temps sont maintenant, il n'y a que le présent. Tout est maintenant pour l'intuition. Ça, c'est une clé fondamentale. Également, si on continue à regarder un peu ce qu'est le raisonnement, lui, c'est l'outil qui va nous dire, l'outil d'analyse, de découpage, il va scinder les choses, c'est l'outil qui nous permet d'être relatif, en fait, qui va nous dire, par exemple, tiens, là-bas, au fond du théâtre, c'est plus loin que ici. Que moi, je suis ici, et vous êtes ailleurs par rapport à moi. Donc il y a une distinction, un découpage des choses qui sont faites par le raisonnement. Donc l'intuition, si on prend le contraire de ça, eh bien pour elle, tout est ici. Pour elle, il n'y a que le ici. Donc si on reformule, finalement, avec tout ça, tout ce qu'on vient de discuter, tout ce qu'on vient de dire, l'intuition, c'est donc la capacité
à avoir des ressentis, des idées, des pensées, hors des contraintes du temps et de l'espace. Donc en fait, l'intuition permet de percevoir, de savoir, d'avoir des connaissances sans contrainte d'espace et de temps. Alors il ne suffit pas d'avoir de l'intuition ou d'être capable d'aller rechercher de l'information intuitive. Encore faut-il, l'intuition n'est effective que si on la reconnaît. Et c'est là qu'on peut glisser très souvent sur la savonnette. C'est qu'il est très facile en fait de confondre l'intuition avec d'autres notions. C'est ce qu'on appelle nous les faux amis de l'intuition. Pour reprendre ce qu'a dit Alexis, une intuition ne repose absolument sur rien. Elle est hors raisonnement. Elle ne repose pas sur un souvenir, elle ne repose pas sur une expérience déjà vécue, elle ne repose pas sur une connaissance antérieure, c'est juste une perception, rien d'autre. Une perception qui est brute et qui est immédiate. Et toute la difficulté, ça va être de reconnaître ce qui est de la perception, donc d'un côté, qui est l'intuition, ces fameuses petites perceptions que vous avez, qui sont soudaines, immédiates, de l'interprétation de la perception, qui, elle, est un pur produit de l'intellect, interprétation, déduction. Toute la difficulté est là. Alexis a dit aussi que l'intuition, ça servait à prendre une décision, faire un meilleur choix, éviter un danger, mais ça peut aussi tout simplement permettre d'aller chercher des informations sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Un objet, par exemple. Si, par exemple, vous aviez à décrire un objet mystère, en faisant appel à votre intuition, vous auriez des perceptions, vous auriez des ressentis. Ces perceptions-là, pourquoi pas? Ça pourrait être d'abord noir, les premières perceptions que vous pourriez avoir, noir, carré, marron, lisse et quadrillé. À partir de ces perceptions premières, vous pourriez avoir alors l'idée, une sorte d'image mentale qui s'affiche dans votre cerveau, qui pourrait être la tour Montparnasse. Mais ça pourrait être aussi des plaques de cuisine. Et ça pourrait être encore du chocolat. Alors comment on s'en sort là-dedans? En l'occurrence, on va dire que l'objet mystère, c'était du chocolat. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de vos premières perceptions que vous avez, votre intellect tout content d'avoir à manger, il va chercher dans votre vivier personnel vos connaissances, votre vécu, il va chercher dans le stock de votre mémoire, de votre expérience, un sens à ces perceptions. Lui, son boulot, c'est vraiment de trouver du sens, c'est d'identifier, c'est de nommer, c'est de vous dire « ça y est, j'ai trouvé, c'est ça ». Donc du coup, il va aller chercher en fonction de votre vie, par exemple, ou de votre vie personnelle, de votre environnement externe. Par exemple, si monsieur fait le trajet aller-retour pour aller au boulot et qu'il passe devant la tour Montparnasse, il y a des chances qu'effectivement, sa première image mentale, sa première idée, sa première interprétation soit la tour Montparnasse. Si madame travaille chez un cuisiniste, eh bien, il y a des chances qu'elle voit, qu'elle pense tout de suite, ou que son intellect lui dise « Oh, cherche pas, ce sont des plaques de cuisine ». S'il y a un Suisse dans la salle, et je sais qu'il y en a au moins un, eh bien, il va peut-être penser au chocolat. Donc, méfiez-vous. En fait, ce qui nous intéresse dans le travail de l'intuition, c'est donc les perceptions. Parce qu'on sait que les perceptions, c'est toujours juste. Les interprétations, elles, sont souvent fausses, surtout quand on a très peu d'informations intuitives, et c'est vrai aussi dans la vie courante. Quand on a peu d'informations, on est toujours tenté d'interpréter les choses, et bien souvent, on se plante. Donc c'est pareil, le parallèle est le même. Donc dans le travail intuitif, ça va être de retenir essentiellement les perceptions, parce qu'on sait qu'elles sont justes. La preuve, c'est qu'effectivement, ça correspond bien à la description du chocolat. Mais les interprétations, elles, sont majoritairement fausses. Donc on ne garde que les perceptions, on ne travaille que sur les perceptions premières dans le travail intuitif. En gros, on pourrait dire que l'intuition perçoit, mais qu'en aucun cas elle ne déduit. L'intuition, ce n'est que perception. Autre exemple, qu'est-ce qui est petit, vert et rond, si on a un objet mystère, voilà. Alors, je suis sûre que vous pensez à quelque chose, tous. Allez, dites-le. Voilà. Eh ouais, sûr.
Eh ben bravo. Mais c'est pas ça. Ça peut être aussi un citron vert. C'est petit, c'est vert. Après, il y a d'autres informations, bien sûr. Ça pourrait être aussi ce petit objet-là, comme objet mystère. Et en l'occurrence, la réponse, des petits Smarties, enfin des petits bonbons au chocolat vert. Donc là, vous voyez, méfiez-vous à chaque fois de ce que votre intellect va vous donner, va identifier, va vous donner. Lui, en fait, c'est toujours son boulot, tous les jours, toutes les heures, à n'importe quel moment de la journée, il va vouloir trouver du sens et vous donner des explications. Mais non. Dans le travail intuitif, mettez-le de côté, fichez-lui un petit coup de pied, et puis revenez à vos perceptions premières. Alors bien sûr, on pourrait très bien se dire qu'on pourrait tout de suite trouver que c'est du chocolat. Mais l'expression privilégiée de l'intuition, c'est pas de nommer, c'est de décrire et c'est de passer par les 5 sens. Quand on parle de perception, c'est avant tout l'expression privilégiée de l'intuition, c'est du sensoriel. Oui. Alors pourquoi est-ce que l'intuition, elle est fondamentalement, premièrement, sensorielle? En fait, on a déjà un petit peu touché 2 mots là-dessus. C'est que les outils que l'on a depuis qu'on est né, tous, en fait, sont corporels, sensoriels, et quand on est bébé, en fait, voilà, c'est ce que disait Marie-Estelle tout à l'heure, on explore sensoriellement notre monde. Donc les outils premiers que l'on a pour explorer quelque chose d'inconnu, pour savoir quelque chose, ce sont nos 5 sens. Pour utiliser efficacement, on va dire, prendre contact avec notre intuition et nos ressentis, et pour exprimer ces ressentis, verbalement, ou dans nos têtes, ou à l'oral, ou à l'écrit, mais en fait, il n'y a qu'une seule possibilité, si on veut exprimer ça, c'est le ressenti sensoriel, c'est avec des adjectifs. Ça, c'est une clé majeure. D'ailleurs, tout à l'heure, à la fin de ce petit speech, on va vous faire un petit peu bosser votre intuition, et il y aura un petit exercice de 15 minutes, et on va vous dire de penser en adjectifs. Pourquoi ? Parce que le fait de décrire quelque chose, le fait de verbaliser quelque chose qui est sensoriel, se fait obligatoirement en adjectif. On vient d'en donner pas mal d'exemples. C'est rond, c'est vert, c'est carré, c'est quadrillé. Si on touche les textures, ce serait doux, ce serait lisse. Tout ça, ce ne sont que des adjectifs. L'intuition perçoit ce qu'on veut percevoir, enfin ce qu'on veut savoir. On pose une question, elle nous répond. Et en premier lieu, on va utiliser le sensoriel parce que c'est le premier outil que l'on a depuis toujours. L'intuition, elle peut amener d'autres types d'informations. On va commencer par ça. L'intuition répond à la question qu'on lui pose. L'intellect, comme disait Marie-Estelle tout à l'heure, pas toujours loin de là, surtout s'il ne sait pas trop ce sur quoi on est en train de bosser, en fait, sur quoi on est en train de vouloir savoir quelque chose. Donc si on pense en adjectif et qu'on va chercher du sensoriel, eh bien en fait, les interprétations, le mental, lui, il va nous causer, en fait, il va nous parler en noms, il va nommer. Soit il va nous donner des noms communs, ou des noms propres. Donc là, c'est une clé fondamentale majeure, puisque ça va nous permettre de faire un tri. Ce qui est adjectif, c'est de la perception, c'est de l'intuition, et ce qui est nommé, c'est de l'intellect, c'est interprété. Et ça, c'est vraiment une clé fondamentale, vous comprenez bien. Ouais, donc décrivez, ne nommez pas, quand vous êtes dans le travail intuitif. Décrire, décrire, décrire. Ah. Ouh. Alors là, autre faux ami de l'intuition, l'émotion. Alors l'émotion, ce n'est pas de l'intuition. Ici, je sais, nous allons casser peut-être une croyance parmi certains d'entre vous. L'émotion n'est pas de l'intuition. L'intuition n'est pas émotion, etc. Pourquoi ? On va prendre un exemple. Exemple, vous vous baladez dans un lieu et tout d'un coup, vous ressentez une peur incroyable et vous dites « ça y est, ma dernière heure est arrivée, je suis convaincue là que je vais passer un sale quart d'heure. » C'est mon intuition qui me dit ça. Et puis finalement, 2 minutes plus tard, vous êtes toujours vivant. Il ne s'est rien passé du tout. Et vous vous dites « oh, mon intuition, elle s'est trompée. Hein. » Autre exemple, vous rencontrez quelqu'un et puis là, votre cœur, il bat la chamade, vous ressentez une douce émotion, vous étreint le cœur, et vous êtes certain, vous avez l'intime conviction que vous avez enfin rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Hein. Et le râteau qui suit derrière, hein, vous en rappelez de celui-là ? Ouais. Moi, ouais. Ouais, je m'en rappelle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pas de l'intuition. Vous aviez l'impression que c'était de l'intuition, mais non. Comment expliquer ça ?
Bah, toujours de la même manière, on repart des perceptions premières. Si on reprend le lieu dans lequel vous vous baladiez, vous avez perçu des choses, vous avez eu des perceptions. Alors ces perceptions, elles pourraient être « ah, j'ai perçu du sombre ». Alors ces perceptions peuvent être conscientes ou inconscientes. Disons que ces perceptions pourraient être noires, lisses, gluantes, sombres. Ces perceptions-là, elles vont vous amener elles peuvent vous amener à ressentir une émotion. Je dis bien, elles peuvent vous amener à ressentir une émotion. Ici, en l'occurrence, elles vous amènent une émotion, elles vous provoquent une émotion qui est négative, la peur. Et là, vous dites qu'il y a menace et que vous allez passer un sale quart d'heure. Mais ici, si on vient en arrière, l'intuition, c'est pas l'émotion, c'est pas la menace, c'est pas la peur. L'intuition, c'est les perceptions que vous avez perçues consciemment ou non. Noir, froid, gluant, lisse. Donc on repart toujours sur les perceptions. Quelqu'un qui se serait promené au même endroit, au même moment que vous, qui aurait eu consciemment ou inconsciemment les mêmes perceptions, n'aurait peut-être pas eu du tout d'émotion. Ou s'il en avait une, peut-être qu'elle serait complètement différente. Donc l'émotion là, il faut bien comprendre qu'en fait l'émotion c'est de la subjectivité, ça appartient à la personne, ça vous appartient à vous et que chacun réagit différemment, que ce soit dans la vie courante ou dans le travail intuitif. Quand vous allez percevoir quelque chose, c'est pas parce que vous allez avoir une émotion que l'autre intuitif par exemple va avoir la même émotion. Donc l'émotion est subjective, alors que l'intuition elle est nécessairement objective. Sinon, ça n'en est pas une. Alors, c'est la même chose pour les opinions, c'est-à-dire pour les avis, les jugements qu'on pourrait avoir. D'ailleurs, une opinion, ça découle d'une émotion. Si on reprend l'exemple de c'est noir, c'est sombre, c'est gluant, voilà. Mais en fait, on pourrait trouver que ça fait peur. Ou que c'est terrorisant, voire même. Or... Là, s'il y a un croque-mort dans la salle, lui, peut-être qu'il trouve cet endroit vachement funky, quoi, et drôle, et pas du tout glauque. Le croque-mort ? Donc l'opinion est différente. Ouais. Donc c'est aussi subjectif. L'opinion est subjective. Elle dépend de la personne, elle parle de ce qui est perçu, mais elle dépend de la personne. Ce n'est pas ce qui est perçu, que ce soit dans la vie courante ou intuitivement. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut retenir, en fait, quand vous intuitez, ou quand vous allez intuiter tout à l'heure avec Alexis, c'est de ne retenir que les perceptions premières au travers de vos 5 sens, parce que vous allez dérouler vos 5 sens avec Alexis, de mettre de côté, de vous méfier de vos déductions, de vos interprétations, de vos conclusions, ces fameuses images mentales, ces fameuses interprétations, ces fameuses idées que ça pourrait être ça. Parce que c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qui est bon, c'est en général faux. Donc restez bien sur vos perceptions premières. Ensuite, si vous avez des émotions, si vous les ressentez, si vous les reconnaissez, notez-les aussi, mais mettez-les de côté puisque vous savez que l'émotion n'est pas de l'intuition. Elle va juste, l'émotion, vous indiquer qu'effectivement vous avez perçu quelque chose. Donc ça, c'est important. C'est aussi un outil, l'émotion, quand même. Elle va vous indiquer que vous avez perçu quelque chose, donc tout le travail, ça va être « Ah, je me sens pas bien. Ah, je suis contente, tiens, cette émotion-là, ça veut dire que j'ai perçu quelque chose, donc je reviens en arrière pour aller chercher ces perceptions premières. » Donc l'émotion peut être effectivement un outil, mais en aucun cas, c'est de l'intuition. Les opinions aussi. Si vous pensez que ce lieu est horrible, est naze, est beau, mais ça vous appartient. Quelqu'un d'autre pourra penser différemment. Donc c'est de la subjectivité. Or, nous, on veut que de l'objectivité parce que l'intuition, c'est de l'objectivité. Donc mettez de côté aussi toute cette subjectivité. Ça revient à dire qu'un bon intuitif, c'est quelqu'un qui est attentif vis-à-vis de lui-même, de ce qui peut se passer en lui, de ce qui peut se passer dans sa tête, de toutes ses pensées qu'il est attentif à la nature de ses pensées, qui sait quoi en faire pour vraiment aller chercher l'intuition, reconnaître l'intuition. Et c'est quelqu'un qui va ne retenir que les perceptions premières, dépouillé complètement de tout filtre personnel, de tout filtre intellectuel,
et qui connaît les pièges de l'ego. Voilà. Merci. Moi, je vais vous laisser entre bonnes mains avec Alexis. Vous allez pratiquer maintenant, mettre en application ce que vous avez entendu et intégré. Bonne chance. On est conscient que c'est beaucoup déjà. Il y a énormément de clés. Merci Marie. Merci. Alors, on va prendre 15 minutes ensemble pour appliquer. Alors moi, je vais jouer le rôle de votre intellect, de votre mental. Je vais vous poser des questions et on va percevoir intuitivement, on va explorer intuitivement un lieu mystère. On va le décrire, en fait, on va se balader sur ce lieu, on va le décrire physiquement parlant, concrètement parlant, c'est-à-dire comment il est ce lieu physiquement. Donc on va utiliser nos 5 sens. Une des clés fondamentales de l'intuition, c'est d'aller chercher des choses. L'intuition, ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas le raisonnement, c'est le contraire. Donc en fait, pour faire émerger le plus possible l'intuition, on va s'appuyer sur la clé de voûte, qui est que moins on en sait, mieux c'est. Donc en fait, je ne vous dis rien sur ce lieu mystère, c'est pour ça que c'est un lieu mystère. Ok ? Sinon, vous pourriez déduire des choses, analyser, et ce qu'on veut là, pendant les 15 minutes qui sont nôtres sur cet exercice, c'est juste intuiter le plus possible. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser des questions sensorielles toutes simples. Quelles sont les couleurs, quelles sont les formes, etc. de ce lieu mystère. Et vous allez avoir des ressentis et des pensées en réponse à mes questions. Et ces ressentis et ces pensées, c'est d'en avoir conscience et puis de les noter. Dans votre petit sac qui vous a été donné à l'entrée, vous avez le programme de la journée. À la fin de ce programme, vous avez 3-4 pages sur lesquelles vous pouvez noter. Donc prenez ce petit livret si vous voulez bien. Et puis vous avez aussi un petit crayon, si jamais vous n'avez pas de crayon vous-même, il y a un petit crayon de papier, petit crayon gris en bois dans le sac. Donc la règle du jeu, elle est extrêmement simple. Bon, pour faire cet exercice, globalement, l'âge mental, c'est 5 ans. Donc on devrait y arriver. Hein. Et on va explorer comme le bébé explore son environnement. Je répète la règle, c'est très simple. Je vais simplement vous poser des questions. Je vous pose une question, et à chaque fois que je vous pose une question, vous allez avoir soit un ressenti, soit une idée, peu importe ce que c'est. C'est d'en prendre conscience pour vous de ce que vous amenez et de le noter. Alors, pour ceux qui veulent déjà aller plus loin, si vous repérez que vous avez une interprétation, dire une déduction qui va s'appuyer sur ce que vous avez perçu, vous la notez aussi, vous mettez de côté. En fait, notez tout ce qui vient et mettez de côté ce que vous nommez en fait. Pensez en adjectif. Okay ? Pensez en adjectif. Pensez en adjectif. Ça s'acquiert souvent en quelques heures. On ne fait pas ça dans la vie de tous les jours, mais ça va assez vite. Et la petite astuce pour que vous puissiez déclencher ça rapidement, c'est à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit ou que vous ressentez ce quelque chose, c'est de l'exprimer en pensant « c'est ». C''EST. Et derrière, c'est forcément un adjectif. Parce tout à l'heure, c'est rond, c'est vert, etc. C'est forcément l'adjectif dès qu'on dit « c'est ». Ça, c'est compris pour tout le monde? Ok, c'est simple. Les règles sont simples. Pour avoir les perceptions, forcément, comme je ne vous dis rien et que Marie-Estelle ne vous a rien dit sur ce lieu mystère, les perceptions, les informations, vous allez les chercher uniquement là, en vous, en fait. Si jamais, pendant le petit exercice, à un moment donné, quand je vous pose une question, vous ne percevez rien, on vous dit « tiens, je ne perçois rien, je ne sais rien », en fait, vous percevez tout le temps. Ce cas, c'est qu'on n'en avait pas forcément conscience. On n'a pas forcément conscience de tout ce que l'on perçoit loin de là. C'est vrai dans la vie de tous les jours. Si jamais je vous pose une question et que vous vous dites « tiens, rien ne vient », vous attendez simplement la question suivante. Et si jamais pendant 2-3 questions, vous vous dites bah « non, mais là, j'ai rien », mais en fait, vous inventez. Vous balancez n'importe quoi, vous inventez. Avec cette petite clé de base qui est notre objectif à tous, c'est d'explorer ce lieu mystère. Il n'y en a qu'un. Et je vais vous montrer ensuite des photos pour que vous sachiez comment est ce lieu mystère. Rappelez-vous, on veut savoir comment il est, pas ce que c'est.
Si vous vous interrogez sur qu'est-ce que c'est l'intellect qui va se déclencher, vous allez vouloir deviner. Et c'est là qu'on fait des petites sorties de route. C'est comment? C'est comment? Comment sont les couleurs? Comment sont les formes? Comment sont les touchés? Comment sont les odeurs? Etc. etc. C'est bon? Tout le monde est prêt? Donc c'est tout le monde, on est en train d'explorer, on va explorer le même lieu mystère, il n'y en a qu'un. C'est un lieu quelque part sur Terre. Et on va décrire, on va percevoir intuitivement comment il est. OK? Donc c'est parti. Prenez juste simplement quelques secondes pour bien vous asseoir, vous êtes bien calé dans votre fauteuil, simplement que vous soyez à l'aise. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, vous focaliser quelques instants sur votre souffle. Ça c'est simplement pour prendre conscience de là où vous êtes, qui vous êtes, comment vous êtes maintenant. Donc expiration, inspiration. Simplement observer. Et une fois que ça c'est fait, vous mettez maintenant votre intention sur le fait que vous êtes maintenant sur ce lieu, vous êtes à taille humaine au niveau du sol. Quand vous marchez, ça fait comment sous vos pieds? Notez. Percevez comment ça fait sous vos pieds quand vous marchez sur ce lieu mystère. Ce lieu, il existe, il est unique. Il n'y en a qu'un comme ça. Quand vous marchez, ça fait comment? Maintenant, regardez. Vous regardez ce lieu. Quelle est la forme caractéristique qui vous vient à l'esprit? Quelle est la forme qui vous vient à l'esprit? Vous pouvez faire un petit croquis tout basique. Croquis d'un enfant de 3 à 4 ans. Tout simple. Et là où les couleurs que vous percevez, là où vous êtes, elles sont comment? Quelles sont les couleurs? Prenez conscience de là ou des couleurs du lieu, notez. Quand vous écoutez sur ce lieu, ça fait comment? L'ambiance sonore, elle est comment? Prenez conscience de l'ambiance sonore. Notez ce que vous percevez. Et quand vous respirez, quand vous sentez, ça fait comment dans les narines? Notez les odeurs que vous percevez. Et peu importe là où vous êtes toujours à taille humaine au niveau du sol. C'est-à-dire vous avez votre taille, vous êtes au niveau du sol. Quand vous touchez, là où vous êtes, peu importe où vous êtes sur le lieu, mais quand vous touchez, ça fait comment sur la main? Vous pouvez prendre votre main et vraiment faire comme ça, vous dire, c'est un jeu de l'esprit. Quand je touche le lieu, là où je suis, c'est comment? Percevez, notez là où les textures que vous avez. Au toucher, ça fait comment? Et là, toujours, vous êtes, quand vous tapez, ça fait comment, en fait? Comment est la dureté? Là, vous êtes sur le lieu, la dureté, elle est comment? Et quand vous sous-pesez, ça fait comment? Quand vous sous-pesez, ça fait comment? Autrement dit, la densité, elle est comment? Maintenant, prenez conscience de votre peau. Qu'est-ce que vous ressentez? Au niveau de la température sur le lieu, c'est comment? Comment est la température sur le lieu? Je vais vous poser une question un petit peu différente maintenant. Peut-être que depuis tout à l'heure, ou juste maintenant, vous avez une idée de ce que pourrait être le lieu. Typiquement, ça va être une image qui peut être un peu persistante dans votre tête, ou une idée qui peut être un peu persistante. Qu'est-ce que pourrait être ce lieu? Mais prenez conscience, si vous avez déjà une idée de ce type, notez et mettez de côté, parce que c'est peut-être pas ça. C'est votre intellect en fait qui interprète ce que vous avez déjà perçu. Donc si vous avez une idée de ce que peut être le lieu, vous mettez de côté.
Ceci étant fait, revenez vraiment à l'objectif, à l'intention première de cet exercice. Revenez maintenant, vous êtes à taille humaine sur ce lieu, le lieu mystère, le nôtre de lieu. Maintenant, prenez de la hauteur, que vous soyez à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe. Prenez de la hauteur et à une distance qui vous semble adéquate, peu importe la raison, mais votre intuition, elle va vous mettre à la bonne distance. Vous regardez en bas, le lieu, il est comment quand vous regardez de haut? Vous êtes en haut, vous regardez en bas. Le lieu, il est comment? Notez la forme que vous percevez. Notez la couleur que vous percevez. Si vous étiez à l'intérieur, maintenant allez à l'extérieur. Si vous étiez à l'extérieur, mettez-vous à l'intérieur. Changez de point de vue complètement. Là où vous êtes maintenant, c'est comment? Comment vous ressentez les choses? Notez juste ce qui vous vient. Une question un petit peu différente encore. Comment trouvez-vous ce lieu? Quel est votre avis? Quelle est votre opinion dessus? Comment trouvez-vous ce lieu? Et ça, c'est votre avis, c'est votre opinion à vous maintenant. Ça vous appartient d'ailleurs, peut-être que tout à l'heure vous aurez un autre avis. Prenez conscience de cette opinion, si vous en avez une, notez-la et mettez-la de côté. Accueillez-la simplement, elle est vôtre, mais on la met de côté, puisque ce n'est pas ça qu'on cherche à savoir. Revenez maintenant au niveau du sol à taille humaine. Peu importe où vous êtes sur ce lieu, mais vous êtes sur ce lieu. Observez autour de vous. Si vous percevez du mouvement, comment il est ce mouvement? Observez autour de vous. Si vous avez d'autres informations qui viennent, notez. Ça peut être aussi de la couleur, d'autres formes. Peu importe ce que c'est. Du moment que vous avez des perceptions qui arrivent à votre conscience, notez-les. Continuez d'observer autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a une activité que vous percevez, prenez-en conscience, notez. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est en train de sortir du sensoriel, stricto sensus. Qu'est-ce qui se passe? Si vous notez une activité quelconque, peu importe comment est cette activité, notez comment elle est. Je vais vous poser une dernière question. Il y a probablement quelque chose que vous avez perçu, que vous n'avez pas encore eu le temps de noter, parce que peut-être que je vais trop vite pour vous, mais c'est fait exprès. Le fait d'avoir un flux rapide, c'est intéressant. Peut-être que vous avez perçu quelque chose, vous n'avez pas encore noté, peut-être que vous avez perçu quelque chose dont vous n'avez pas encore eu conscience. Prenez-en conscience maintenant, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous pouvez écrire que vous n'avez pas encore écrit? Et une fois que c'est fait, notez simplement que c'est terminé et qu'il est 10h44. Et puis, vous prenez, soit c'est instantané, soit vous prenez quelques secondes pour revenir, pour ceux qui sont partis loin, en E. C'est bon? Tout le monde est revenu? Ouais. Si jamais quelqu'un, vous avez un voisin qui dort et tout, vous le réveillez? Ça peut arriver aussi. Ok. Je vais vous montrer maintenant quel est ce lieu et comment il est. Alors, quand on prend connaissance du feedback, c'est-à-dire quand on prend connaissance de ce qu'est ce lieu et de comment il est, ça peut être un peu émotionnant parce qu'on découvre quelque chose et on vient de passer 10-15 minutes à explorer avec une technique un peu bizarre et tout. Comment est ce lieu? Donc, on va avoir de l'émotionnel,
Donc ce que je vais vous demander, c'est d'être le plus neutre possible quand vous allez prendre connaissance de comment est ce lieu, parce que ça, c'est favorisant pour ce type d'exercice. Et puis, en fait, c'est pour éviter d'avoir une opinion toute faite, une opinion binaire. L'être humain, il a tendance à être très binaire quand il vit ou il interprète les choses. Donc soit certains d'entre nous vont se dire « ouais, ce que j'ai fait, c'est vraiment mais trop de la balle, quoi ». Peut-être, peut-être pas, etc. Mais en tout cas, c'est une opinion un peu à l'emporte-pièce, quoi. Ou alors, ça c'est une bonne partie de nous dans notre culture, c'est on aime se flageller et dire oh, putain, ce que j'ai fait, mais c'est vraiment nullissime. Okay. Évitons ça, parce que ça, ce n'est pas être honnête avec vous-même, ce n'est pas être objectif avec vous-même. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre connaissance de comment est ce lieu. Je vais vous montrer plusieurs points de vue, en fait, comme ça vous aurez une richesse d'informations, et ça aussi c'est favorisant. Et de regarder, en fait, information par information, ressenti par ressenti, pensée par pensée, ce que vous avez obtenu, et de vous dire, ok, ça c'est bon, ok, ce que j'ai perçu, c'est ça correspond au lieu, ok. Ça, ce que j'ai perçu, ça correspond au lieu, ok. Ça, ce que j'ai perçu, ah bah non, ça correspond pas au lieu. Hop, vous comprenez? Faire une analyse très simple, très rapide, mais vraiment aussi détaillée que vous pouvez. Et puis à un moment donné aussi, ou deux, je ne sais plus trop, je vous ai posé des questions sur qu'est-ce que vous pensez que le lieu est. Ben ça, c'est à mettre de côté, mais observez, regardez ce que vous avez obtenu en termes d'adjectifs et regardez ce que vous avez obtenu en termes d'autres types d'informations. Quand on déroule en fait la méthode telle qu'elle est, ben en fait on se rend compte que les perceptions, ce que disait Marie-Estelle aussi tout à l'heure, les perceptions, les adjectifs vont avoir beaucoup plus tendance à être justes que les interprétations qu'on en fait. Ok, on y va ? Je vous laisse le temps de prendre connaissance, puis après je vous montre d'autres images. Donc, typiquement, idéalement, si vous avez perçu et que vous avez noté que c'est géométrique, que c'est rectangulaire, que c'est courbe aussi, et que plein de petites formes courbes, etc. Et tout ça, c'est géométrique, en fait. La caractéristique majeure de ce lieu, c'est qu'il y a beaucoup de géométrie, beaucoup de formes qui se répètent. C'est aussi arché. On voit là, c'est arché. Il y a des choses comme ça. Hop. Il y a du rectiligne. Donc déjà, c'est du construit, principalement. Mais il y a aussi, on a vu, hop, il y a du liquide. Donc si vous avez du bleu, c'est liquide, c'est réfléchissant. Il y a aussi ce qui est vitré, c'est réfléchissant, c'est transparent. Si vous avez perçu principalement en termes de couleurs, bleu, gris, blanc, différents gris, bah tout ça c'est ok, tout ça c'est bon. Il y a du mouvement, puisque c'est un musée, ça se visite. Et à la heure-ci, il doit être ouvert, normalement, je pense. Donc il y a du mouvement, il se passe quelque chose, il y a une activité à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous le percevez de l'extérieur, c'est plutôt rectangulaire. Et puis à l'intérieur, il y a pas mal de choses qui sont courbes. Voilà. Eh bien l'intuition, en fait, elle fonctionne comme ça. Ce qu'on vient juste de faire, c'est simplement faire de manière consciente ce que l'on fait constamment de manière inconsciente, que ce soit dans la vie courante et au niveau intuitif. C'est-à-dire quand notre intuition se met en action pour nous amener une information, eh bien en fait, elle va chercher de l'information sensorielle et après de l'information conceptuelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans tel type de situation, tel type de lieu, tel type d'événement? Et puis par-dessus ça, notre intellect, très rapidement, souvent on n'en a pas conscience, va venir plaquer des interprétations, va venir plaquer des émotions, va venir plaquer des opinions, et en fait il faut faire le tri de tout ça. Donc là, dans l'exercice qu'on s'est donné pendant 10-15 minutes ensemble, c'est de faire ce processus, mais pas à pas, étape par étape, de manière la plus consciente possible. Et c'est comme ça qu'on sort en fait du spontané pour aller vers du provoqué. Ben, je vous remercie, merci à vous d'avoir suivi cet atelier, d'avoir participé à l'atelier.